Retour au direct au cœur de la défense pour ces assises des délais de paiement avec un focus sur la région Île-de-France. Alors des invités que j'accueille avec plaisir. D'abord parce que ce sont des habitués des assises. Frédéric Wisniewski, médiateur du crédit. Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Et François Perret, DG de Pacte PME, qui écoutera d'abord les médiateurs et ensuite essaiera de nous faire part de son analyse et des messages à partager avec les PME notamment et les TPME qui nous suivent à distance. J'espère qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont été patientes malgré les petites difficultés techniques. Frédéric Wisniewski, on va commencer avec vous si vous le souhaitez, pour faire un point là aussi avec un certain nombre de chiffres, de données extrêmement précises concernant notamment le prêt garanti par l'État, le montant, le remboursement, les enjeux. Oui, alors le prêt garanti par l'État est un instrument important dans le dispositif de soutien qui a été mis en place par le gouvernement et donc avec l'apport des banques. On est aujourd'hui à 137 milliards qui ont été distribués pour 670 000 entreprises, essentiellement d'ailleurs en nombre des TPE-PME, ce qui est assez logique puisque les TPE-PME constituent le tissu principal. Vous avez les chiffres qui s'affichent ici de notre économie. Alors en encours, c'est inférieur, hein, on est à 75%, ce qui est assez logique puisqu'il y a eu toute une série de PGE pour des entreprises, des ETI ou des grandes entreprises. Le sujet important, le sujet du moment, c'est le remboursement. Ouais. Le PGE, voilà, le PGE, il a été à peu près à 60% mis en place au deuxième trimestre, sur les 137 milliards d'aujourd'hui. Et donc, c'est un produit qui donne de la souplesse aux dirigeants. Et ce qui est très important, c'est que c'est le dirigeant d'entreprise qui a le choix. C'est un crédit à 1 an. Et au bout d'1 an, l'entreprise doit faire le choix. Elle doit faire le choix. Si elle ne le fait pas, c'est le remboursement. Donc, elle doit faire ce choix. Donc, les banques ont contacté les entreprises. Et ce choix, c'est soit je rembourse, ce qui est possible. Environ 15% des entreprises ont prévu de rembourser, soit je demande un étalement. Et c'est un droit. C'est-à-dire que l'entreprise dit, moi, je souhaite… Vous êtes acquis cet étalement ? Cet étalement, il est de droit. Alors, par contre, va falloir signer un avenant, puisque c'est une modalité, finalement, une nouvelle disposition, mais qui est de droit. La discussion doit avoir lieu, bien évidemment, avec le banquier, en fonction de la capacité de remboursement, du niveau d'activité, etc. Mais c'est l'entreprise qui choisit. Ça, c'est de droit. Et en plus, les banques se sont engagées, donc ça devient de droit, sinon la médiation du crédit pourra intervenir aussi. Les entreprises ont la possibilité de demander une année de différé de capital supplémentaire. C'est-à-dire sur le capital, là, cette fois-ci. Sur le capital uniquement. Hein. Donc la première année, il n'y avait rien à payer, sauf la garantie de l'État en fin de période. Il y a possibilité de demander, la moitié des entreprises qui demandent l'étalement vont demander à bénéficier de cette possibilité et ensuite étalement. Donc, ce qui veut dire bien évidemment, celui qui demande à une année de différé supplémentaire va étaler sur une période plus courte parce que la durée maximum reste la même. C'est 6 ans au total, hein. Donc c'est 1 plus 5 pour celui qui demande un étalement sur toute la durée, ou c'est 1 plus 1 pour celui qui va demander ce différé, et ensuite un étalement sur 4 ans ou sur moins. Hein, on a des entreprises qui prévoient de rembourser en 2 ans, 3 ans. Bon, ça c'est vraiment au choix de l'entreprise, mais ce choix, il doit être fait de manière délibérée, puisqu'il faut qu'il y ait un avenant à ce contrat de prêt qui va définir l'échéancier finalement de remboursement. Alors là, vous avez décrit des choses extrêmement concrètes, précises. Je vais peut-être vous faire bondir. Et ceux qui se demandent s'ils vont rembourser véritablement? Alors, ils peuvent se demander s'ils vont rembourser. Un prêt, ça se rembourse. Donc, ils devront rembourser. Après, comme dans tout prêt, à un moment donné, dans une vie de l'entreprise, il y a des entreprises qui ne sont pas en capacité de rembourser. Il n'y a pas de dispositif général qui est prévu, qui est envisagé. C'est du cas par cas. C'est pas envisageable. C'est du cas par cas. Comme aujourd'hui, c'est du cas par cas. Une entreprise qui ne peut pas rembourser, elle va discuter avec son banquier, on réaménage le prêt. Mais il faut bien voir qu'un réaménagement, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de disposition générale, ça a des conséquences. Si vous réaménagez un prêt, ça veut dire que les conditions de ce prêt vont être modifiées. L'entreprise va devoir, pas forcément de façon favorable. Plutôt de manière défavorable. C'est-à-dire a priori, l'intérêt va être plus élevé puisqu'on va dire, au lieu de me rembourser en 5 ans, maintenant vous me rembourserez en 6 ans, 7 ans, etc. Ça veut dire que c'est une restructuration de prêt. Et si c'est une restructuration de prêt, les banques ont l'obligation d'analyser s'il y a un risque de défaut. Et donc, potentiellement, elles peuvent dire cette entreprise est susceptible de faire défaut, ce qui a des conséquences, notamment sur la cotation Banque de France.
puisque la cotation Banque de France permet aux banques d'apporter du papier à la Banque centrale, ce qu'on appelle l'éligibilité. Et à partir du moment où une entreprise est en défaut, elle ne peut plus être éligible à la Banque centrale. Et donc, on est obligé de dégrader la cotation. Donc, ça a des conséquences. Une restructuration a des conséquences, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui pourra arriver, qui arrivera. On a estimé, on a fait pour le compte de la Direction générale du Trésor une évaluation. Nous, on estime, à partir de la projection de la structure des PGE par code de crédit, etc., qu'il y a environ un risque de 5 à 6% de perte au final sur les PGE. Bon, ce qui n'est pas un niveau déraisonnable. 5%, c'est à peu près le taux de défaut qu'on a aujourd'hui sur les crédits bancaires à des PME. C'est quelque chose qui est parfaitement acceptable, absorbable par le système bancaire. C'est quelque chose qui arrivera nécessairement. Ce qui est important dans la période à venir, c'est que les entreprises fassent le choix en termes de remboursement et qu'il y ait cet accompagnement. Le ministre a annoncé qu'il annoncerait dans les prochains jours, prochaines semaines, un dispositif d'accompagnement pour faire en sorte qu'au cas par cas, il y ait des solutions qui puissent être apportées aux entreprises qui auraient des difficultés de remboursement du PGE ou des autres dettes fiscales, sociales. C'est vrai, quand c'est focalisé sur le PGE, mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste, bien évidemment. Et les autres concours bancaires qui peuvent exister indépendamment du PGE. Merci Frédéric, c'était clair et net. On continue avec Pierre Pellouzet. Je vais essayer d'être aussi clair et net que Frédéric. Alors, médiateur des entreprises. Tout d'abord, j'aurais pu poser la même question. Votre activité en ce moment en tant que médiateur des entreprises? Elle reste soutenue. Je rappelle un tout petit peu l'historique. L'an dernier, au mois de mars, on se rappelle tous de ce qui s'est passé. On a vu un bond spectaculaire du nombre de saisines du médiateur des entreprises. On était à x10 quasiment sur mars, avril, mai, juin. Ça s'est un petit peu calmé après l'été. On est encore aujourd'hui à 3 ou 4 fois la normale, ce qui veut dire à la fois que le pic de la crise est passé, le pic de la tension est passé, mais qu'il reste encore pas mal de tensions entre les entreprises ou les entreprises et les administrations sur tous nos sujets. Bon, il y a eu, alors là, je parle au-delà de votre mission d'aider les entreprises, mais il y a eu quand même toutes ces aides, le PGE et tout ce dont on a parlé. On peut dire qu'elles ont été globalement efficaces. Oui. La question de la prolongation des aides, elle commence à poindre, même si ça nous dépasse un peu. Mais comment vous voyez votre activité? Est-ce que la sortie de crise, on va peut-être parler de reprise, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez avec inquiétude, avec un plus grand nombre d'entreprises qui tout d'un coup, sans les aides, sont en défaillance et fassent appel à vos services? Je crois qu'on ne doit pas le voir avec inquiétude. D'abord parce qu'on voit bien que tout le travail qui est fait par le gouvernement, tous ceux qui accompagnent, est de faire en sorte que ces aides ne soient pas débranchées du jour au lendemain et qu'au contraire, on puisse accompagner les entreprises vers une reprise et une fois que leur activité est redevenue normale, là, on peut enlever complètement toutes les aides. Ceci étant, il va y avoir un moment de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des entreprises dont la trésorerie, le financement est anormal. C'est-à-dire que le gros de la trésorerie faite par un PGE ou par un fonds de solidarité ou par un décalage de la dette fiscale ou sociale, c'est pas une structure normale, évidemment, de la trésorerie des entreprises. La trésorerie des entreprises, elle vient très, très, très majoritairement des paiements des clients. Et donc, on va avoir un moment de bascule. Et c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. C'est-à-dire que si les clients payent bien, jouent leur rôle, envoient des bons de commande, déclenchent des paiements, voire même anticipent des paiements, font des avances, alors ça va bien se passer. Si en revanche, on est sur une économie qui ne bouge pas du côté des clients, là, au moment où les aides vont commencer à se ralentir, on va avoir un problème. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. C'est maintenant, au moment de la relance, où tout va se passer. Et chacun a son rôle. C'est important de le préciser. On a parlé au cours des différentes interventions tout à l'heure de paiement des fournisseurs anticipés, de garantie des bons de commande. Là-dessus, c'est des pistes qui vous paraissent… Ce sont des outils formidables. Moi, je suis content qu'Éric Turbo en ait parlé il y a quelques minutes. Je reviens sur les deux outils très vite, puisqu'il vient d'en parler. Le financement du bon de commande garanti par l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un bon de commande, vous avez des problèmes parce que vous avez besoin d'argent tout de suite pour répondre à cette commande. Vous devez réembaucher les gens qui sont au chômage partiel, vous devez rallumer la lumière, les ordinateurs, refaire tourner l'entreprise et vous avez besoin d'argent tout de suite. Vous allez voir votre facteur, vous lui dites « j'ai un bon de commande, j'ai besoin d'argent tout de suite » et il vous finance tout de suite avec la garantie de l'État, c'est-à-dire en plus avec un taux d'intérêt très bas. Donc cet outil est formidable. Je pousse les entreprises à l'utiliser le plus possible. C'est maintenant qu'elles en ont besoin.
De même, les programmes de paiement fournisseurs anticipés qui ont été mis en place par pas mal de grandes entreprises et certaines administrations, là aussi, utilisez-les. Eric les a très bien décrits tout à l'heure. Maintenant, c'est aux entreprises de s'en saisir, d'y aller, de prendre leur chance. C'est maintenant qu'elles ont besoin de trésorerie, c'est maintenant qu'il faut utiliser ces outils. Encore un mot, puisqu'on est hébergé par la CCI des Hauts-de-Seine, là, sur les aides des CCI, etc., c'est quelque chose vers lequel vous dirigez les entreprises qui On vous travaille appellent. effectivement beaucoup avec les CCI. On a un nouveau rôle au-delà de notre rôle traditionnel, c'est-à-dire tout ce qui est travailler sur les retards de paiement, les ruptures de contrat, etc. Bruno Le Maire nous a demandé de travailler aussi justement sur le fonds de solidarité, sur toutes les aides. Quand une entreprise a du mal à avoir son aide, que ça coince, il y a quelque chose qui ne va pas. Premier niveau, les chambres de commerce qui font un travail formidable. Deuxième niveau, quand les chambres de commerce voient que vraiment on est sur un cas particulier, elles nous l'envoient. Et nous, on travaille avec les acteurs publics, notamment la DGFiP, avec qui on a de très bonnes relations, qui va traiter tous ces cas particuliers, parce qu'il y a des cas particuliers. Je vais prendre 2-3 exemples très vite, parce que les exemples, c'est toujours important. Vous avez changé de RIB. Votre adresse bancaire n'est pas la bonne, enfin n'est pas la même que celle qu'a l'autorité fiscale. Eh ben, ça coince. Vous avez fait 4 ou 5 demandes au lieu d'en faire une seule, ça peut coincer aussi. Votre activité ne correspond pas réellement à celle qui est recensée, ça peut coincer aussi. Il y a tout un tas de cas qui peuvent faire que ça coince, même s'il y a eu des milliers et des milliers de cas où ça a très bien marché. Et ces cas-là, on les traite en médiation. Donc effectivement, avec un relationnel avec les chambres de commerce qui est formidable, ils sont en premier niveau, on est en deuxième niveau. Voilà, c'était clair, net et précis. Alors, François Ferré, si vous voulez bien prendre votre micro. Tout d'abord, pardonnez-moi, mais nous réexpliquer ce qu'est Pacte PME. Oui, merci. Pacte PME, c'est une initiative solidaire en fait qui est née il y a une dizaine d'années à l'occasion d'une crise précédente, 2008, et voilà, et qui a fait émerger finalement la nécessité d'organiser le dialogue entre les grands acteurs que sont les grands comptes privés et publics, et puis de l'autre côté les PME, afin qu'on n'imagine pas qu'il y ait deux univers qui se regardent en chien de faïence, mais plutôt deux univers qui soient plus collaboratifs. Et donc, plus concrètement maintenant, ça c'est l'enveloppe, hein, plus concrètement, après ce qui vient d'être dit, et vu de Pacte PME, quels sont le message principal? C'est en gros de dire pendant cette période d'incertitude qui se poursuit, c'est solidarité justement. Oui, alors bon, on voit que les entreprises sont en de bonnes mains, entre effectivement l'État, les banques, les chambres de commerce. Tout le monde est au chevet des entreprises. Pour autant, on voit que l'année va être quand même encore très compliquée pour les PME françaises. Moi, je suis en particulier inquiet à la fois du niveau d'endettement qui a été atteint par les entreprises françaises. On sait que déjà, avant même le Covid, l'accumulation des dettes contractées par les entreprises françaises était environ 1 900 milliards d'euros, c'est-à-dire le deuxième niveau mondial derrière les entreprises japonaises. Et l'inquiétude que j'ai, c'est que évidemment les choses n'ont pas pu s'améliorer puisqu'il y a la dette sociale qui s'est ajoutée, la dette bancaire avec les prêts garantis par l'État, et en même temps, non seulement les entreprises vont entrer dans une phase progressive de remboursement, mais elles vont devoir continuer à investir. C'est-à-dire que si on veut réussir la reprise ensemble, il faut aussi que les entreprises continuent d'investir, continuent de se transformer. On sait qu'il y a l'enjeu de digitalisation des PME qui est là, la transition écologique. Donc, il faut arriver à faire face à tout ça. D'où aussi les propositions qui circulent et les annonces du ministre sur les réflexions en cours sur une annulation partielle pour un certain nombre d'entreprises qui sont particulièrement exposées à la crise. Donc, je crois qu'il y a… Au cas par cas, là aussi. Hein, alors oui, parce que effectivement, il ne s'agit pas non plus d'entretenir des situations où on viendrait en aide aux entreprises, je dirais, zombies, aux entreprises qui ne seraient pas complètement viables. Au contraire, il faut véritablement aider ceux qui ont une capacité de rebond suffisante. Alors, on va regarder ensemble, parce que j'ai trouvé que vous avez des références littéraires assez importantes. Hein. L'incertitude radicale, rappelez-moi ce que c'est que cette notion. Oui, alors c'est une notion relativement ancienne, mais évidemment qui prend toute son importance à la faveur de la Covid. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment nos sociétés considèrent cette incertitude radicale. Est-ce que, comme l'économiste américain Frank Knight en 1921, qui avait écrit un gros pavé qui s'appelait Le risque, l'incertitude et le profit, on peut considérer que l'incertitude est avant tout… C'était un siècle pile poil. Hein. Oui, exactement.
exactement. Est-ce qu'on peut considérer comme lui que c'est avant tout un facteur de progrès, parce qu'au fond, à travers l'incertitude, on est amené aussi à revoir nos habitudes. On est amené à anticiper, on est amené à s'adapter, on est amené à innover davantage. Ou est-ce que, comme l'a dit son célèbre congénère John Maynard Keynes un peu plus tard, il faut dire qu'entre les deux, la crise de 29 était passée. Est-ce que l'incertitude, c'est pas surtout une source d'instabilité, de désordre et de chaos? Alors chacun se fera évidemment son avis. La peur d'avoir mal, presque. Oui, et d'ailleurs, on a mal. On a mal. Simplement, mais on a peur en même temps d'avoir encore plus mal. C'est aussi quand on a mal qu'on adopte un certain nombre de réflexes protecteurs. Et peut-être justement plus collaboratifs, parce qu'au fond, c'est peut-être ça l'enjeu qui est devant nous des prochains mois. C'est aussi de s'assurer que on n'avance pas chacun dans notre coin, mais que cette fameuse reprise de l'économie, elle se fasse de façon solidaire. Alors, ça peut paraître comme ça simple quand on le dit, mais ça veut dire aussi qu'il faut là aussi changer ses habitudes. Il faut que les grands groupes, mais aussi les ETI et les PME payent à l'heure leurs fournisseurs. Or, on sait très bien qu'il y a une sorte de réflexe assez naturel qui consiste à, quand on est en tension de trésorerie, à soi-même essayer de fermer les vannes et ne pas sortir du cash de l'entreprise. Et bien ça, c'est malheureusement une très mauvaise habitude, parce que si vous le faites, eh bien, vous pouvez être sûr que également vos clients vont également vous pratiquer cette même politique à votre détriment. Et quand on a préparé cette table ronde ensemble, vous me disiez quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Vous disiez qu'il faudrait inciter les petits à se rapprocher pour se consolider. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que non seulement il y a l'enjeu du rapprochement entre les grandes entreprises et les petites entreprises, qui maintenant, je crois, est assez installé dans notre paysage économique. Autant, moi, je pense qu'il y a un deuxième sujet dont on ne parle pas suffisamment, qui est que, au fond, il faut accepter de dire que toutes les TPE et toutes les PME n'auront peut-être pas leur place demain dans l'écosystème, mais elles l'auront peut-être d'une autre manière. C'est-à-dire que si elles se rapprochent les unes des autres pour acquérir la taille critique et donc peser davantage pour répondre à un appel d'offres grand compte, si vous êtes 3 ou 4 à pouvoir imposer non seulement une capacité d'innovation multipliée par 4, mais une capacité d'industrialisation multipliée par 4, va vous intéresser davantage les grands comptes. Donc je crois qu'il y a des rapprochements avec peut-être une graduation dans ces rapprochements, mais peut-être répondre ensemble à un appel d'offres, c'est déjà une première étape. Créer un groupement momentané d'entreprises, c'est peut-être une deuxième étape. Et puis peut-être à terme, je crois qu'il y a des mouvements de consolidation qui ont commencé à émerger dans l'industrie. Si vous interrogez les grands du nucléaire, les grands de l'aéronautique, les grands du ferroviaire, on voit bien qu'ils n'ont plus envie de travailler avec une multiplicité de très petites entreprises. Ils veulent avoir en face d'eux des ETI et des grosses PME. Et ça tombe bien parce qu'au fond, le défi de l'économie française, c'est de faire en sorte de faire grandir les entreprises, créer davantage d'ETI et à terme peut-être renouveler le CAC 40. On va tenter une prouesse technique, c'est de donner la parole au plateau qui se trouve à 10 mètres de moi. Autour de Jérôme, il y a Charles et Eric qui ont peut-être des questions ou des interventions à faire après ce qui a été dit par nos 3 premiers invités. Oui, volontiers. Il faut qu'on vous entende simplement. Pardon? Allez, parlez un peu plus fort, Oui, si vous voulez bien, Eric. Je vais essayer. Oui, on voit bien effectivement que le soutien de l'État a été là avec les PGE pour apporter de la trésorerie aux entreprises au moment où elles en avaient bien besoin. Et on voit bien tout le débat qu'on a eu d'ailleurs récemment aussi dans la dernière session des assises avec Monsieur Asselin, toute la question qui est posée en fait par le remboursement, l'étalement que représente cette dette, et puis le débat qu'il y a aussi sur la nécessaire reconstitution des fonds propres des entreprises, renforcer leur structure financière. Et en même temps, on a des craintes aussi par rapport aux banques pour savoir on se demande si elles vont être capables de pouvoir encore être sollicitées, qu'il n'y ait pas de resserrement de crédit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas adopter, j'allais dire, une mesure radicale comme celle qui a été prise aux États-Unis, par exemple, qui a été que la Banque centrale a pris en charge auprès des banques tous les crédits de trésorerie qui avaient été accordés aux PME, de façon justement à pouvoir inciter les banques à continuer à prêter aux entreprises et favoriser l'entreprise. Et puis j'avais un deuxième sujet qui a été évoqué, effectivement, c'est la dématérialisation qui va rentrer en vigueur en 2025 pour toutes les entreprises. On a été capable, notamment on l'a vu, l'État français avec le chômage partiel, a été capable de mettre en place des dispositifs qui vraiment ont fonctionné instantanément, qui ont permis de tout de suite d'indemniser les entreprises qui le demandaient.
avec des contrôles a posteriori, bien entendu, mais les fonds ont été mis à disposition de ceux qui le demandaient de manière très rapide et efficace. Et est-ce que là aussi, en matière de dématérialisation, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au bout, et notamment avec les plateformes de paiement public, imaginer des solutions de paiement automatiques? Alors, on aura l'occasion certainement dans les moments suivants de parler des solutions. Sur la question, sur la première partie de la question, Frédéric, sur l'espoir qui renaît, le rêve américain d'Éric Scherer. Oui, enfin, plus généralement, je crois, il y a un point important, c'est qu'on a une situation qui est diverse. La situation des PME est moins mauvaise que ce que l'on entend beaucoup. Nous, on est en train de faire les cotations au niveau de la Banque de France, donc majoritairement des PME. On a une situation moins dégradée que ce que l'on pouvait craindre. Par contre, il y a un sujet TPE, ce qui est vrai, qui souvent, d'ailleurs, je vais sortir en tant que médiateur, probablement la semaine prochaine, un rapport sur les fonds propres des TPE-PME qui montre qu'il y a une situation avant crise assez dégradée des TPE en matière de structure financière. C'est sûr que la crise a aggravé cette situation. Donc l'enjeu de la période à venir, c'est moins les actions de banque centrale qui sont faites aujourd'hui. Quand il y a un crédit, d'ailleurs c'est ce que je rappelais tout à l'heure sur la notion d'éligibilité, les banques ont la possibilité d'apporter ce crédit au refinancement d'une banque centrale. Par contre, la banque centrale n'a pas pour objet de prendre des crédits en défaut. Une banque centrale, elle appartient à tout le monde. Ouais. D'abord, elle appartient à tout le monde. Donc si elle engrange des pertes, c'est l'État qui en même temps, enfin c'est la collectivité qui engrange ces pertes-là. Donc, c'est pas le rôle d'une banque centrale. Donc, pour moi, l'enjeu, vraiment, il va être l'accompagnement et surtout l'accompagnement des TPE. Et je pense que moi, je ne crois pas à des solutions générales. Les solutions générales, elles ont fonctionné dans cette crise, dans le soutien en liquidité, parce qu'il fallait donner de la liquidité pendant cette crise. Maintenant, on doit accepter une deuxième phase où on va être dans un fonctionnement plus normal. Le rôle des banques sera effectivement important. Il va y avoir un enjeu. Est-ce que les banques vont continuer à financer comme elles le faisaient avant crise? L'accès au financement était large. Donc là, c'est un enjeu. La médiation du crédit sera là, bien évidemment, s'il y a des refus de financement. On verra le degré d'engagement. Il y a besoin, effectivement, de regarder un peu différemment les ratios d'endettement par rapport à la situation d'avant-crise, puisque c'est vrai qu'on a des structures financières qui seront dégradées. Donc, il y a un besoin de mise en perspective. Mais voilà, pour moi, le point essentiel, ça va être cet accompagnement et la mobilisation de tous les acteurs pour cet accompagnement, mais qui va être du cas par cas. Pierre Palouzet, en réponse à Éric Scherer. Oui, moi je vais répondre sur la deuxième partie de la question d'Éric, si vous le voulez bien. Dématérialisation des factures, évidemment, il faut y aller. Non pas juste parce que la loi dit qu'il faut le faire, mais parce que ça va être une avancée formidable pour accélérer les paiements. On l'a vu dans le public. Éric l'a dit, mais le public a été leader, a été pionnier sur ce sujet-là, là aussi de manière un peu contrainte, mais aujourd'hui, tous les paiements publics se font de manière dématérialisée. On a vu d'ailleurs, on en a tiré quelques enseignements. D'abord que au démarrage, c'était un peu compliqué, donc il faut faire attention au démarrage. Il faut surtout se dire que ce qu'on gagne comme temps, parce qu'on passe de la facture papier au numérique, il ne faut pas l'investir dans autre chose, il faut l'investir au départ dans l'accompagnement, dans le dialogue, dans l'écoute, c'est-à-dire récupérer un peu de la ressource que vous allez économiser pour faire des points d'accueil pour les fournisseurs qui, au début, vont avoir du mal à rentrer dans ce système de dématérialisation. Mais une fois que c'est fait, ça donne une avancée formidable. On voit les chiffres d'ailleurs de paiement public qui ont baissé. Les retards de paiement ont bien baissé, notamment grâce à ces outils-là. J'espère que ce sera la même chose pour le privé. Et donc, évidemment, on ne peut qu'engager tout le monde à y aller le plus vite possible, sans même attendre 2025. Commencez à vous y préparer, commencez à vous y mettre tout de suite. Plus il y aura de gens qui auront des factures dématérialisées, plus on pourra aller vite, plus on pourra utiliser aussi des outils comme le paiement fournisseur anticipé dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça est évidemment aidé, même presque ça devient indispensable pour pouvoir les utiliser. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants encore. Je ne vois pas Charles Battista. Si Charles me voit et m'entend, il a certainement une intervention, une question à poser. Je suis là, mon cher Rachid. Oui, je vous entends et comme vous connaissez tous le vieil adage, vivons heureux, vivons cachés, parce que je vais mettre un peu les pieds dans le plat. D'abord, je me permettrai un commentaire, c'est que ce qui va se passer à la sortie de cette crise, si tant est que nous sortions de cette crise, personne ne le sait. On ne sait pas si la crise sanitaire, qui a énormément influencé la situation économique, et ça personne ne pourra le contester,
cette crise sanitaire peut encore durer. Alors, je suis plutôt optimiste et je pense qu'avec le taux de vaccination que nous allons avoir, ça va bien entendu ralentir très sérieusement la crise sanitaire et de fait la crise économique. Ça, c'est un premier point, c'est une première partie de mon commentaire. Alors après, effectivement, on sait que les PME, Frédéric Wisniewski l'a dit tout à l'heure, se portent pas si mal que ça. Ce sont les TPE qui sont le plus en danger. Les TPE sont le plus en danger et elles représentent 92% de notre parc d'entreprises. Donc, elles ont bénéficié très largement des soutiens de l'État, elles ont les reports de dette fiscale, etc., etc. Je vais pouvoir refaire toutes les aides qu'elles ont eues. Nos TPE vont être amenées, et notamment, je parle du commerce de détail aussi, puisque c'est souvent le cas, à refaire du stock et financer cette reprise. Messieurs, ne craignez-vous pas que, puisqu'on parle de délai de paiement, pour financer cette reprise, les entreprises qui n'auront pas la trésorerie, et je ne parle pas des zombies, des canards boiteux et compagnie, mais je parle en règle générale des TPE qui, pour financer leur stock, pour financer cette reprise, ne vont pas transgresser leur délai de paiement, et nous allons rentrer dans un cercle vicieux qui va devenir extrêmement perturbant pour notre économie. Merci de la question. François, peut-être des éléments de réponse, et Frédéric et Pierre, s'ils le souhaitent. Oui, avec deux volets, parce que je ne peux pas m'empêcher de réagir sur la première observation de Charles sur l'imprévisibilité, finalement, dans laquelle on se situe. Et je dirais, pour paraphraser un économiste célèbre qui s'appelle John Kenneth Galbraith, qui disait, finalement, le seul intérêt de la prévision économique, c'est de rendre respectable l'astrologie. Et on pourrait presque utiliser cette formule pour parler et qualifier la crise sanitaire et l'absence de visibilité qu'on a sur la sortie. Après, le sujet, évidemment, des TPE, c'est quelque chose qui nous préoccupe particulièrement parce que Charles l'a rappelé, c'est 95% de notre économie. Alors moi, il y a un sujet sur lequel je voudrais effectivement qu'on soit particulièrement vigilant, c'est précisément le paiement des petites factures. Et donc, finalement, la capacité à honorer également les créances des petits fournisseurs. Et les petits fournisseurs, c'est justement les TPE. Nous, ce qu'on observe à Pacte PME, c'est globalement un comportement, je dirais pas entièrement vertueux, mais vraiment collaboratif pour régler les factures en général. Mais on a constaté dans les différentes études qu'on a pu réaliser nous-mêmes ou avec le soutien d'Altares qu'on a un sujet sur les factures de moins de 10 000 €. Plus vous êtes petit, plus vous avez une facture de petite importance, quel que soit le niveau de matérialisation, dématérialisation, et plus le risque est élevé que vous mettiez du temps à recouvrer cet argent. Et c'est l'accumulation de ces petites factures non réglées et de ces retards de paiement qui peut produire à un moment donné des tensions de trésorerie qui peuvent aller jusqu'à des risques de défaillance en chaîne. Et je crois que malheureusement, c'est un risque réel. Il faut quand même bien avoir en tête, et je termine là-dessus, qu'en 2020, on a fait moins 30% de défaillance par rapport à l'année antérieure. Il va y avoir forcément à minima du rattrapage cette année, et les premiers qui vont trinquer, c'est aussi ceux qui n'arriveront pas à se faire payer à l'heure. Très important. D'un mot de conclusion de réponse pour Pierre et Frédéric. Oui. Alors, vous le savez, je le rappelle, mais on a mis en place avec mon ami Frédéric un comité de crise à la demande de Bruno Le Maire et du gouverneur de la Banque de France sur les délais de paiement. Donc, ça nous a permis de traiter tous les cas des grandes entreprises qui avaient des comportements, on va dire, un peu anormaux, notamment en début de crise. Mais ça nous permet aussi, on a mis en place un baromètre de ressenti par les entreprises de la qualité des paiements qu'ils font. Ce baromètre nous a indiqué quand même que la situation s'était améliorée après le pic qu'on a connu il y a un an maintenant, mais que malgré tout, il y avait effectivement une tension et que beaucoup de retards de paiement provenaient aussi maintenant des petites structures, voire même des très petites. Évidemment, c'est pas naturel, c'est-à-dire que normalement, les très petites entreprises payent bien, notamment parce qu'elles ont des gros fournisseurs, donc elles ont intérêt à payer rapidement. Donc, si elles le font, c'est qu'effectivement, elles sont tendues. On sent qu'il y a une tension sur ces très petites entreprises. On voit, tu as parlé de stock, Charles, on voit les nouvelles aides qui sont mises en œuvre, notamment pour prendre en compte les stocks des entreprises. Donc, on va continuer à compenser ces sujets-là. Mais, comme l'a dit François, ces entreprises vont être les plus sensibles dans les périodes qui viennent. Et je redis ce que tu as dit, François, mais il n'y a pas de petite facture. Parce qu'une petite facture pour une TPE, c'est une grosse facture. C'est quelque chose qui peut les faire basculer du mauvais côté. Donc, soyez tous vigilants, les grands, les moyens, les PME, soyez extrêmement vigilants au paiement de ces petites factures
envers les TPE, c'est ça qui peut malheureusement les faire basculer d'un côté ou de l'autre, parce qu'à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, c'est les clients qui font la grosse majorité de la trésorerie. Si les clients ne payent pas, eh bien toutes ces petites factures vont constituer des petites défaillances, mais malheureusement, ça va faire beaucoup de petites défaillances de petites entreprises, et c'est notre tissu partout dans les régions qui va être affecté, donc soyons extrêmement vigilants là-dessus. Un mot de conclusion de la part de Jérôme, de Frédéric, mais pendant ce temps-là, je vais demander à Jérôme justement de s'installer sur l'autre plateau du Corps Défense pour se préparer avec les deux invités suivants, qui sont Bruno Huet, qui est le cofondateur d'Ocapito, et Boris Piquet, l'expert en paiement chez GoCardless, de se mettre en place. Je fais tout ça en direct, ça permettra à Charles et Eric de quitter le plateau numéro 2 et de me rejoindre un peu plus tard. Frédéric, pardon de cette parenthèse. Non, pas de problème. Juste un point, un complément très rapide. Moi, je suis optimiste, donc je crois à la reprise, malgré l'incertitude sanitaire. Mais là, je veux dire, personne n'imaginait qu'on aurait un vaccin aussi rapidement. Donc, je crois qu'il faut être optimiste sur la reprise. Il y a un enjeu dans cette reprise, effectivement, des délais de paiement. Juste pour signaler, ça explique la raison pour laquelle, en même temps qu'a été annoncée la prolongation du PGE jusqu'à fin décembre, l'idée que ce PGE peut servir à régler les fournisseurs. Alors, c'est pas une solution miracle non plus, parce que ça veut dire qu'on s'endette, mais au moins, c'est le signe qui est donné qu'on veut éviter cet effet domino, finalement, des délais de paiement. Si je ne suis pas payé, moi-même, je ne vais pas payer, etc., etc. Bon. Et donc ça, c'est un élément important qui vient en complément des mesures qui ont été prises. Sur les coûts fixes, ça a été rappelé par Pierre, ou le fait que le dispositif d'aide, on va en sortir de manière progressive, comme l'a indiqué le ministre. Mais il y a vraiment cette préoccupation que l'on partage des délais de paiement, et c'est la raison pour laquelle on maintient la vigilance dans le comité de crise que je co-anime avec Pierre. Merci beaucoup, messieurs. Donc, on va à présent donner la parole à Jérôme, donc avec ses deux invités pour évoquer le thème de l'automatisation des prélèvements bancaires et de leur effet éventuel sur la réduction des délais de paiement. Jérôme, c'est à vous.